l'agence So Wine présente So Wine Talks. La première série de podcasts analysant les tendances marketing et communication dans l'univers du vin et des spiritueux. Est-il correct de dire le vin ? Est-on absolument sûr de parler d'un château Yquem ou d'un Roche-Mazet de la même façon ? A-t-on les mêmes attentes vis-à-vis de ces vins ? Va-t-on les déguster pareil ? Devrait-on parler du vin ou des vins ? Aujourd'hui, un sujet sémantique avec Arnaud Daffy. Arnaud, de quoi est-ce que vous avez eu envie de nous parler aujourd'hui ? Alors aujourd'hui, j'aimerais aborder un sujet qui me semble être un grand malentendu dans le monde du vin, et qu'à ma connaissance, on évoque assez peu. C'est un malentendu que j'ai constaté dans de nombreuses conversations avec des professionnels du monde du vin, mais également avec des amateurs. C'est que certains vins ne seraient pas du vin. Alors, je ne sais pas si vous avez déjà entendu cette phrase quand on dit « Oui, mais écoutez, à ce prix-là, plusieurs milliers d'euros la bouteille, moi à ce prix-là, c'est plus du vin. » Ou alors « Oui, mais bon, du vin en bag-in-box, en grande distribution, pour moi, c'est pas vraiment du vin. » Donc s'il y a des gens qui, dans leur conversation, excluent certains vins de la catégorie vin, c'est peut-être qu'on a un problème de définition de la catégorie. Et en fait, on parle du vin comme si c'était une seule et même catégorie. Moi, je pense pas qu'on puisse parler du vin, mais il faudrait parler des vins. Du coup, si on parle des vins au pluriel, quelle grande catégorie est-ce que vous pourriez déterminer ? Alors je pense qu'on peut déterminer 3 grandes catégories qui sont assez distinctes. On verra peut-être à la fin s'il faudrait pas en rajouter une 4e. Mais bon, en tout cas, je pense qu'il y en a 3 principales. La première, c'est le vin produit artisanal. Le deuxième, c'est le vin produit de luxe. Et le troisième, c'est le vin produit de grande consommation. Et l'objectif, c'est pas forcément de classer les vins ou de les faire entrer impérativement dans une de ces catégories, mais l'objectif, c'est plus d'offrir une grille de lecture et de se dire que chacun de ces 3 vins, artisanal, de luxe ou produit de grande consommation, répond à des logiques différentes. En plus, chez So Wine, on a la chance vraiment de collaborer avec les 3 types de producteurs. Et on voit qu'il y a des... Bien sûr, il y a des points communs, ça reste du vin. Mais il y a des véritables différences qui sont structurantes entre ces catégories. Et comment est-ce que vous pouvez placer chaque vin dans chaque catégorie alors ? Moi, j'ai vraiment identifié 6 critères sur lesquels on voit que ces catégories ne fonctionnent pas de la même façon. Je vais les passer un petit peu en revue, on va essayer de trouver des exemples. Le premier critère, ce sera en quelque sorte les produits comparables. À quel autre produit de l'univers de la consommation est-ce qu'on pourrait comparer ces vins ? Le premier, le vin artisanat, si on devait le comparer, on le comparait à d'autres produits de terroir. Et d'autres produits de terroir, c'est quoi ? C'est le crottin de Chavignol, c'est la saucisse de Morteau, c'est la lentille du Puy. C'est des produits artisanaux qui sont ancrés dans leur terroir. Le deuxième, le vin de luxe, on va bien évidemment plutôt le comparer à des marques de maroquinerie, à des marques de joaillerie, à des marques de montres, des marques de cosmétiques. Le troisième, le vin de produit de grande consommation, on va le comparer à ce qu'on va trouver en grande distribution, les yaourts, le chocolat, le café, on va penser à Danone, on va penser à Lu, à Nestlé, à ces grandes marques de produits de grande consommation. Ce qu'on voit dans ces 3 catégories, c'est que le statut du producteur n'est pas du tout le même. Pour le vin artisanat, le producteur, c'est un artisan, mais cet artisan, c'est un vigneron. C'est un vigneron, il y a une dimension agricole dans son métier. D'ailleurs, la plupart des gens voient dans les produits de terroir un produit qui est fait par un petit vigneron. Pour les vins luxe, le producteur, c'est une griffe, c'est le créateur, voire même parfois c'est un mythe. Pour la plupart des très grands vins, les gens ne savent même pas des fois qui le produit derrière. Un petit peu comme le créateur s'efface derrière le nom, un peu comme Lagerfeld derrière Chanel par exemple. Pour le vin de produit grande consommation, le producteur, c'est un industriel. Et là, on a déjà un premier hiatus. C'est qu'industriel dans le monde du vin, c'est presque un gros mot. Dire d'un vin que c'est un vin industriel, on est quasiment au bord de l'insulte. Je pense que dans aucun autre secteur, il viendrait à l'esprit de dire que c'est un défaut pour un grille-pain ou pour une voiture ou pour un téléviseur d'être un produit industriel. Au contraire, c'est bien évidemment une qualité. Donc là, on a déjà une première différence de fonctionnement. Le facteur clé d'identité, ensuite, n'est pas du tout le même. Le facteur clé d'identité d'un vin artisanat, c'est le terroir, c'est son appellation, c'est le nom de son appellation. D'ailleurs, souvent, on va dire « j'ai bu un chinon de chez un tel » ou un muscadet de tel autre producteur. Le nom du producteur, souvent, le consommateur ne s'en rappelle même pas, mais il a bu un chinon, parce que c'est ça, le facteur clé d'identité. Je pense qu'il ne viendrait à personne l'idée de dire que quand il a bu Château Yquem, il a bu un Sauterne. Non, il a bu du Yquem, c'est pas pareil. Donc le facteur clé d'un produit de luxe, c'est sa marque. À tel point d'ailleurs, en parlant d'Yquem, qu'ils ont fait disparaître la mention Sauterne de l'étiquette. Parce que pour eux, la valeur d'Yquem est bien supérieure à la valeur de son appellation.
Je pense que beaucoup de gens ne savent pas que la Romanée Conti d'ailleurs est une appellation, ils le voient comme une marque et non pas comme une appellation. Donc dans le vin de luxe, le facteur clé d'identité c'est la marque. Pour les produits de grande consommation, ce qui fait leur identité là aussi, comme pour les produits de luxe, c'est la marque, mais c'est pas la même marque. Ce sont des produits qui sont éminemment brandés, comme on dit dans le jargon marketing. Donc au même titre que le consommateur est fidèle à son café carte noire, au même titre qu'il est fidèle à ses pépitos de lu, il va être fidèle à un vin comme Roche-Mazet, ou il va être fidèle à un vin comme le Cellier des Dauphins. La marque là lui rapporte une réassurance, un signe de reconnaissance immédiat. Une autre chose qui change également, et qui est extrêmement importante, ce sont les attentes du consommateur pour chacune de ces catégories. Dans le cadre d'un vin artisanat, l'attente du consommateur elle est extrêmement simple, c'est la typicité. Quand je prends un chinon, dont on parlait tout à l'heure, je veux un chinon qui ait le goût de chinon. Avec bien sûr la patte du producteur, avec bien sûr la patte du millésime, avec bien sûr de la variabilité, mais ce que j'attends c'est une forme de typicité. Et dans la typicité, qu'est-ce qu'il y a ? Il y a une forme de tradition et aussi le fait de savoir que ça ne va pas changer. Que d'année en année, on va retrouver cette typicité comme un fil conducteur. Pour le vin de luxe, ce qu'on attend, c'est quelque chose de vraiment différent, qui se positionne complètement différemment dans la fameuse pyramide de Maslow. Bien sûr, on attend un produit de qualité, et il n'y a aucun doute sur la qualité de ces vins. Mais ce qu'on attend, c'est autre chose. Ce qu'on attend, c'est du statut, du prestige, une forme de reconnaissance que ce produit va nous apporter, voire dans certains cas, et on peut penser aux gens qui boivent des très grandes bouteilles de champagne dans des lieux très à la mode, il peut y avoir aussi une dimension ostentatoire. Et ça, c'est quelque chose de très différent qu'on ne retrouve pas dans les autres catégories. Pour le vin produit de grande consommation, l'attente, elle est très différente. L'attente, c'est la régularité, la constance. Je veux, d'achat en achat, répéter exactement la même expérience. Moi, les pépitos que je mange aujourd'hui, quand je les mange avec mes filles, c'est les mêmes pépitos que je mangeais quand j'étais enfant. En 20 ans, en 30 ans, le produit n'a pas changé. Ou marginalement. On ne comprendrait pas que quand on achète un yaourt, Danone nous explique que bah oui, là, cette année, il est un petit peu acide le yaourt, parce que vous comprenez, c'est le millésime, il a beaucoup plu en Normandie. Le consommateur ne comprendrait pas ça. Il est parfaitement capable de le comprendre pour un produit de terroir, mais il ne le comprendrait pas pour un produit industriel. Donc ce qu'on attend, c'est la régularité, la constance. Un autre critère qui les distingue, c'est le prix et la façon dont se construit le prix. Dans le vin artisanat, quand on prend les muscadets, quand on prend les Sancerre, les vins se tiennent à peu près en termes de prix. On va les retrouver dans un nuage de points. Les prix sont sensiblement groupés. Il y en a des un peu moins chers, des un petit peu plus chers, mais les prix se tiennent. Et le consommateur sait aussi à quoi s'attendre quand il se dit « je vais acheter un pommard, je vais acheter un Côte de Provence », il a à peu près une idée du prix qu'il va y consacrer. Pour le vin produit de luxe, il n'y a plus aucune corrélation entre le coût de revient et le prix de vente. C'est pas le sujet. Quand on vend un produit de luxe, et ça va être très, très bien démontré il y a un peu plus d'un siècle maintenant par Veblen, qui a créé son fameux effet Veblen, c'est que pour que le luxe fonctionne, il faut que le prix soit élevé. Et il n'y a que pour le luxe d'ailleurs que c'est vrai. C'est-à-dire que normalement, dans un marché normal, plus le prix croît, plus la demande décroît. Alors, on a tous vu ça au lycée. Pour les produits de luxe, c'est le contraire. Plus le prix croît, plus la demande croît. Et ça, c'était démontré il y a très longtemps. Donc le prix, bien évidemment, dans le cadre du luxe, le prix est un indicateur. Plus il est important, plus le produit est luxueux. Et pour le produit de grande consommation, la logique elle est complètement inverse. Au contraire, le produit de grande consommation, il se doit d'être le plus compétitif possible, parce que, essentiellement en grande distribution, les consommateurs sont extrêmement sensibles au prix, ils sont sensibles à la dizaine de centimes près. Donc ça va être un combat permanent pour l'économie d'échelle, la compétitivité et le prix. Donc on voit qu'ils fonctionnent complètement différemment, ces trois catégories. Et enfin, pour conclure, la façon dont la catégorie évolue. C'est-à-dire que, si on pense au vin artisanat, une appellation, elle évolue extrêmement doucement. Et comme on l'a dit, ce qu'on en attend, c'est la typicité, c'est normal. Les règles changent très doucement. On ne va pas demain changer du tout au tout la façon dont on produit le Sancerre, dont on produit le Chablis. Au contraire. Donc, l'évolution d'un produit artisanal, elle est très lente. Elle est le fruit de décisions collectives, elle est le fruit de micro-décisions dans le temps. Bien sûr que le Chablis qu'on boit aujourd'hui, c'est pas le Chablis qu'on produisait il y a 50 ans, j'imagine. Mais l'évolution aura été très lente. Les marques de luxe, le vin de luxe, son évolution, elle est vers toujours plus d'exclusivité, toujours plus de rareté et toujours plus de premiumisation. Et là, j'allais dire, comme disent nos amis anglo-saxons, sky is the limit. On l'a vu avec la premiumisation des vodkas, par exemple. Des gens comme Grey Goose ou Belvedere, quand ils ont sorti les premières vodkas à plus de 40 ou 50 euros, on s'est dit, mais c'est pas possible, on va pas acheter si cher des vodkas. Et puis, petit à petit, le fait de monter d'un rang, ça a fait monter toute la catégorie. Et si on voulait être le produit de luxe d'une catégorie de luxe, il faut toujours, c'est un peu une course en avant. Il faut toujours aller chercher à faire plus rare, plus cher, plus exclusif. Donc le luxe, c'est une forme de course en avant vers cette exclusivité ou cette rareté.
La mécanique d'évolution d'un produit de grande consommation, c'est l'innovation. On l'a vu tous, il y a toujours dans les marques qu'on connaît, les marques agroalimentaires qu'on connaît, il y a toujours le côté, vous savez, nouveau, nouvelle recette, nouvel ingrédient, nouveau format, nouveau packaging. C'est la nouveauté le moteur d'un produit de grande consommation. Et là, on a un vrai sujet dans le monde du vin. C'est qu'on est extrêmement réticent à la nouveauté. Alors pas seulement nous, les producteurs, mais aussi nous, le consommateur. C'est-à-dire que le consommateur a mis très longtemps à absorber ou à intégrer le format bag-in-box, par exemple. Il a mis très longtemps, et c'est pas encore gagné, à accepter la capsule à vis. Il a mis très longtemps à accepter les formats alternatifs. On a fait un podcast sur la canette, par exemple. Et dans l'ensemble, le consommateur est réticent au changement. Les producteurs aussi, c'est un peu la poule et l'œuf. Il y a beaucoup de mal à innover. Or, et c'est pour moi un vrai sujet de préoccupation, tous les autres produits de grande consommation fonctionnent sur une mécanique d'innovation et de nouveauté. Chose qu'on a beaucoup de mal à faire dans le monde du vin. Est-ce qu'il y a des vins qui rentrent dans aucune de ces catégories que vous venez de citer ? Alors effectivement, quand on considère l'univers dont on a déjà parlé également dans un podcast, l'univers des vins naturels, on a un petit peu du mal à les faire rentrer dans cette catégorie. Et là, je ne vais même pas forcément parler de vins naturels dans la définition qu'on a donnée précédemment, mais plutôt on va parler des vins anticonformistes. Il y a des vins qui ne rentrent pas dans ces catégories. Et je pense qu'il y a un critère sur lequel ils se distinguent et qui est fondamental parce que, on l'a vu, le vin artisanal, on attend de la typicité. Et ben, je pense que ces vins anticonformistes, la principale attente du consommateur, c'est la surprise. L'émerveillement permanent. Un petit peu le fait de ne pas exactement savoir ce qu'on va avoir dans la bouteille et d'avoir toujours quelque chose de surprenant. On a parlé aussi un petit peu des vins oranges ou des vins avec des cépages qu'on n'avait jamais vus. Ces vins anticonformistes comme ça, ils apportent une autre forme d'innovation que celle dont on vient de parler sur les produits de grande consommation. Donc, c'est vraiment la surprise, l'émerveillement permanent, et ça, c'est une nouvelle catégorie. Et puis, j'ai presque envie de rajouter, allez, on va dire dans ce cas, une 5e catégorie, c'est un épiphénomène, mais elle est intéressante, c'est le vin produit d'art. Il y a des vins, quand on voit des bouteilles à plusieurs dizaines de milliers d'euros aux ventes aux enchères, des vins extrêmement rares, ils répondent à une logique qui n'est pas non plus celle que l'on vient de voir. Là, le statut du producteur, si on pense à Henri Jaillet, si on pense à Dagno, si on pense à des gens comme ça, c'est des artistes, c'est Picasso, c'est Dali. On peut les comparer à ce genre de personnages. Et donc bien sûr, leur prix, il est lié à une cote, un peu comme une œuvre d'art. Ça va être une cote aux enchères. Donc c'est encore une autre logique. Bon, bien sûr, ça représente une partie infinitésimale du marché, mais c'est une logique qui est assez intéressante à observer aussi. Et quel impact ça a, en fait, ce malentendu-là de considérer les vins comme le vin ? Principal impact, c'est une grande confusion chez le consommateur. Pourquoi ? Parce que qu'est-ce qui se passe ? C'est qu'on essaye de faire porter à une catégorie les habits d'une autre catégorie. Les produits industriels qui cherchent à se faire passer pour un produit artisanal. Les produits artisanaux qui cherchent à se faire passer pour des produits de luxe. Et en fait, tous ces amalgames, ces confusions des genres, ces confusions des codes, ça implique un malentendu qui finit chez le consommateur. Et je pense que quand on résoudra et qu'on assumera beaucoup plus, quand chaque produit assumera sa catégorie, ça apportera de la clarté au consommateur. Et quand il y a de la clarté, on produit de la richesse. Les vins ne sont pas les mêmes en termes de produits, mais aussi en termes de positionnement. Comme une marque, un vin se construit aussi par son image, ses instants de consommation ou son prix. C'est ce qui fait aussi la beauté de ce marché, sa diversité fait sa richesse. Un épisode conçu et produit par SoWine, réalisé par le studio Encore. SoWine Talks reviendra dans quelques semaines pour décrypter à nouveau les tendances de consommation du vin et des spiritueux. En attendant, si vous avez aimé cet épisode, n'hésitez pas à le partager sur Twitter et Facebook et à lui donner des étoiles sur iTunes. À très vite.